Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de l'année pour Sony Asset Management. Écoutez, bonne année à tous, hein, c'est encore de rigueur, hein, 17 janvier. On va encore souhaiter la bonne année, j'espère qu'elle sera riche, sympathique, enjouée, ensoleillée, ce qui n'est pas le cas pour les Parisiens que nous sommes depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc on espère que la météo ça va s'arranger. Voilà, on a tout fait pour le nom, les couleurs, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Premier webinaire où on va parler d'États-Unis, on va parler d'Amérique du Nord, on va parler un peu de Canada. On va faire ça avec Eric. Donc, salut Eric. Bon, Voilà, donc pour ceux qui seraient passés au travers de l'information, on a créé chez Sony à l'été dernier notre premier fonds action Amérique du Nord, donc avec Eric Lafrenière, donc Sony North America. On va revenir tout à l'heure, bien évidemment, sur la partie gestion du fonds. Globalement, on va passer une trentaine de minutes ensemble. Donc, vous avez l'habitude de ces webinaires, vous avez toujours l'onglet questions en bas à droite. Hein, pour ceux qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas. On tâchera de les traiter au cours de l'ensemble de la demi-heure qu'on va passer ensemble. Et puis, si jamais on vous rappellera, Paul ou moi, pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Comment ça va se dérouler? Globalement, on va d'abord faire une première vision un peu macro du marché. C'est quand même très important. Hein, il s'est passé beaucoup de choses et c'est important d'avoir un peu les idées claires par rapport à ça. Ensuite, on va parler d'un élément essentiel quand on parle d'Amérique du Nord, qui est la valorisation. Voilà. Donc la question qu'on nous pose tout le temps, c'est est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que c'est trop cher? Alors on a une partie de la réponse. Hein. C'est 25 ans que je fais ce métier, c'est maintenant qu'on me dit que c'est trop cher. Donc écoutez, on va voir ce qu'on pense Eric, mais on va essayer de répondre à cette question qui est éminemment importante. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans la partie process de gestion. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que travailler le plus grand marché du monde, on peut le faire de plein de manières différentes. Donc, on va essayer de vous expliquer de façon la plus précise possible comment nous, on a décidé de le faire. Et il y a un biais qui nous semble extrêmement important. Et puis, pour terminer, on fera un point sur le positionnement actuel du fonds, voilà, quelles sont les valeurs dans lesquelles on a investi, ce qu'on imagine de faire et comment on travaille. Une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'on aura largement répondu à l'ensemble des questions qui se posent. En plus, vous êtes très nombreux ce matin, donc je pense qu'il y a effectivement un vrai intérêt à cette partie-là. Voilà, donc pour une fois, je vais parler moins que les autres, donc je suis assez content. Donc Eric, je te laisse la parole pour démarrer tout de suite par notre vision sur les marchés et là où on en est aujourd'hui. Allez, je te laisse la main. oui, donc peut-être pour commencer, parce que c'est vrai qu'on a eu depuis quelques semaines des marchés un peu plus nerveux sur la partie américaine, après quand même encore une fois une très bonne année 2024 de façon globale sur le marché. Et on voulait peut-être attirer l'attention sur quelques données macroéconomiques qui nous paraissent intéressantes. On devrait atterrir sur un PIB aux États-Unis cette année autour de 2,7, de 2,8. On a pour la perspective consensus de marché pour 2025, on se situe autour de 2,10. Nous chez Sony, on a des perspectives peut-être un petit peu plus optimistes. Non, slide d'avant, un petit peu plus optimistes sur la partie croissance américaine, notamment tirée, même s'il y a des inquiétudes côté inflation et on y reviendra, par les politiques un peu plus accommodantes, un peu plus pro-business de Monsieur Trump. Hein, vous en avez entendu parler depuis plusieurs semaines, mais on peut faire un petit rappel rapide. Donc, une politique fiscale beaucoup plus accommodante, une baisse de la réglementation qui devrait être favorable notamment à l'activité domestique et puis au retour du M&A sur le marché américain, une politique qui vise à relancer les industries aux États-Unis, et tout ça devrait continuer à donner un mouvement relativement positif pour la croissance américaine. Deux autres petits points qui me paraissent importants, c'est de regarder rapidement ce qui se passe autour des PMI manufacturiers qui pour le moment sont toujours en dessous des 50. Hein. Je rappelle qu'au-dessus de 50, on considère que nous sommes en phase d'expansion et en dessous de 50 en phase de contraction. Ça fait un petit moment que les PMI manufacturiers traînent en dessous des 50, mais on a quand même une dynamique qui semble se remettre en place et on pourrait dans les prochains mois, je pense, repasser en phase d'expansion sur la partie manufacturière et toujours une activité service qui reste en très bonne santé, et un marché de l'emploi, on l'a encore vu sur les dernières données, où le taux de chômage est passé de 4,2 à 4,1, donc un marché de l'emploi qui reste plutôt bien orienté. La réelle question aux États-Unis aujourd'hui, ça se situe autour de l'inflation. Hein. On a un IPC attendu pour 2025 autour de 2,5%. Nous, on pense qu'on pourrait avoir une inflation qui ralentit un petit peu plus aux États-Unis, et on va voir dans les slides suivantes pourquoi. Et surtout, avec si on a une inflation qui ralentit un petit peu plus que prévu, on pourrait avoir une banque fédérale américaine qui est un petit peu plus accommodante. Bah Quand justement, on regarde, parlons un peu de cette politique monétaire là. Qu'est-ce qu'on imagine qui va se passer justement par rapport à ce que tu viens de dire sur l'inflation?
Oui, donc déjà, si on regarde un petit peu au niveau de la composition, c'est un élément qui est pas crucial pour regarder ce qui se passe, mais c'est quand même intéressant de regarder. Vous savez que les membres votants de la Fed évoluent tous les ans. Ce qu'on constate un petit peu avec les changements prévus pour 2025, c'est qu'on va se retrouver avec une Fed qui a un tilt, un penchant un petit peu plus dovish qu'elle ne l'était cette année en tant que membre votant. Et on a mis un petit graphique ici sur la partie droite de la slide. C'est les évolutions d'anticipation de baisse des taux pour l'année 2025. Vous voyez, on a eu, suite à la réunion de décembre, pardon, une baisse des anticipations pour 2025 qui a été assez conséquente. On est passé de 4 baisses des taux anticipées à 2 baisses des taux, et le marché a même continué à être un petit peu plus pessimiste. On voit aujourd'hui le marché price entre 1 et 2 baisses des taux. Nous, notre scénario, c'est qu'on pourrait en avoir un petit peu plus que ça, parce qu'on pourrait avoir une inflation, slide suivante, qui baisse un petit peu plus qu'attendu. Quand on regarde les éléments au sein de l'IPC qui pour nous sont en phase de normalisation, vous savez, on a ce qu'on appelle le Homeowners Equivalent Rent. C'est un espèce de sondage, donc c'est un indicateur qui est un petit peu décalé dans le temps. Donc, on voit, on va voir les effets de ralentissement qui risquent d'arriver dans les trimestres à venir. C'est un sondage qui est envoyé aux propriétaires de maisons aux États-Unis, et on leur demande si aujourd'hui vous devriez louer votre bien, quel serait le loyer que vous pourriez demander. Donc, le temps de compiler ces données, et puis il y a un biais comportemental dans la valorisation de son propre bien. Donc, il y a un lag qui est entre 12 et 18 mois. Et ce qu'on constate dans les derniers mois, c'est qu'on a une progression beaucoup moins importante que prévu. La dernière d'un mois sur l'autre était de l'ordre de 0,2. Faut remonter à avril 2001 pour retrouver une progression sur cet indicateur qui était aussi faible d'un mois sur l'autre. Donc, on a quand même cette tendance qui devrait s'accélérer, et c'est un gros poids de l'IPC. Donc, ça pourrait être un élément qui pourrait tirer l'inflation vers le bas dans les mois à venir, et donc donner un peu plus de marge de manœuvre pour la Fed. Il faut également noter que la partie sur les biens durables affiche toujours des baisses de prix par rapport au mois précédent, donc toujours aussi dans le sens d'une inflation qui se normalise. Et on a le prix des assurances qui avait été longtemps porteur dans l'inflation, semble se stabiliser après le pic qu'on avait connu au printemps dernier. Donc, les seules composantes aujourd'hui, et on le voit bien, c'est la partie bleue sur le dernier mois qui affiche encore une réaccélération des prix. C'est la partie énergétique en bleu, qu'on voit qui a sensiblement progressé sur le dernier mois. Et puis, la nourriture qui continue d'être un petit peu inflationniste, mais qui devrait se normaliser dans les mois à venir. La réelle question, et c'est ça un petit peu qui agite les marchés depuis quelques semaines, et qui a sans doute pesé beaucoup dans les perspectives d'évolution des perspectives de taux de la Fed lors de la dernière réunion, c'est l'impact que pourrait avoir, en tout cas les menaces tarifaires de Monsieur Trump sur l'inflation aux États-Unis. Notre sentiment aujourd'hui, et on va le voir, l'inauguration a lieu la semaine prochaine, et dans les prochaines semaines, on aura un peu plus de visibilité sur ce qu'il va mettre en place. Mais notre vision à nous, c'est que c'est plutôt des tactiques de négociation, et qu'on pourrait avoir un impact beaucoup moins fort qu'attendu d'éventuelles menaces tarifaires sur l'inflation américaine. Donc, prochaine slide. Ce qu'on peut constater, et ça je trouve que c'est relativement amusant comme slide, c'est que la perception, c'est dans le cadre des sondages de l'Université de Michigan, mais la perception par le peuple américain sur les perspectives d'inflation à 1 an dépend beaucoup de son allégeance politique. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis l'élection de Monsieur Trump, on a les républicains qui voient une inflation ralentir très, très, très fortement, et alors que les démocrates, eux, voient plutôt une inflation qui s'accélère. On risque de sans doute d'atterrir un petit peu entre les deux, mais comme quoi les perceptions politiques ont vraiment une impact sur les perceptions d'inflation des consommateurs américains. Alors l'emploi à côté de tout ça, parce que finalement, ce qui compte, on le sait bien, c'est à la fois l'inflation, les chiffres de croissance et l'emploi. On en est où là? Oui, donc on a eu un taux de chômage, comme je le disais en amont, qui a ralenti de 4,2 à 4,1. Donc on a un marché de l'emploi qui reste très fort aux États-Unis, mais qui devrait se normaliser au cours des prochains mois. Les offres dans l'emploi ont récemment surpris à la hausse, même si la tendance reste quand même indéniablement baissière. On se rapproche un petit peu des niveaux pré-pandémie. On devrait avoir une normalisation suite au boom exceptionnel qu'on avait connu notamment en 2021. Donc on le
le voit dans la courbe du haut, c'est qu'il y a toujours plus d'offres d'emploi aujourd'hui que de personnes au chômage, même si la tendance là aussi a plutôt tendance à se normaliser. On voit que les créations d'emplois NFP, eux, ont surpris à la hausse pour le deuxième mois consécutif. Et surtout, moi, un indicateur que je regarde, qui est pour moi vraiment l'indicateur avancé d'un ralentissement du secteur de l'emploi, c'est le nombre d'heures travaillées. C'est souvent un signe avant-coureur d'une dégradation, puisque comme on est dans un marché de l'emploi qui reste quand même globalement tendu, c'est que les employeurs ont plutôt tendance à réduire le nombre d'heures travaillées que de licencier. Et ce qu'on constate pour le moment, c'est que les heures travaillées sont au même niveau que l'année dernière, donc on ne voit pas de ralentissement de ce côté-là. Au niveau des licenciements, même si la tendance elle est haussière, les niveaux demeurent inférieurs à la période pré-Covid et donc restent positifs. Deux, trois petits éléments quand même à garder en tête, c'est que depuis le mois de juillet, la moitié des nouveaux emplois créés dans le cadre du non-farm payroll viennent du secteur du gouvernement et de la santé. Et c'est vrai qu'avec le département ou la politique qui va être mis en place via le DOGE, de resserrement, en tout cas de meilleure vigilance, une meilleure gestion des coûts au niveau du gouvernement, on pourrait avoir un petit impact de ce côté-là, et que les taux d'embauche, eux, sont en très forte baisse et au-dessus de la moyenne pré-Covid. Donc on a un marché de l'emploi qui se normalise progressivement, mais on ne voit pas d'inquiétude vraiment réelle de ce côté-là, d'une réaccélération très très forte, d'une dégradation de l'emploi. On a plutôt une normalisation. Bon, consommation maintenant, alors on aura fait le tour. Oui, donc côté consommation, on a eu l'année dernière plusieurs révisions à la hausse de la croissance américaine et cette croissance américaine, elle a tenu pour une seule et vraiment une très forte raison, c'est le consommateur américain. On voit que les ventes au détail continuent d'être bonnes, hein, même si celles d'hier sont sorties légèrement en dessous du consensus quand on regarde le contrôle groupe qui exclut certains des éléments les plus volatiles et une meilleure réflexion de l'impact dans le PIB américain sont sorties, elles, au-dessus. Donc, on a des ventes au détail qui continuent d'être plutôt bien orientées. Et on a surtout, pour refléter un petit peu la santé du consommateur américain, un stock d'épargne qui est beaucoup plus important que ce qui avait été anticipé au départ. On a eu une révision du Bureau of Economic Analysis du taux d'épargne américain qui était attendu inférieur à 3% et qui a été révisé à la hausse à 4,9% en juillet et il se situe autour des dernières données qu'on a autour de 4,4%. Donc on a quand même un taux d'épargne qui permet un petit coussin pour le consommateur américain d'être toujours au rendez-vous. Et on a, vous le voyez sur le petit graphique en haut, ce qu'on voit c'est que les hausses des salaires combinés du consommateur, en tout cas du travailleur américain, qui continue d'être positif dans le sens où on a une rémunération horaire réelle qui dépasse de 1% l'inflation donc depuis à peu près 4 mois maintenant. Donc on a toujours cet effet richesse qui se crée et il faut pas oublier que ce qu'on a connu un petit peu sur le secteur immobilier et sur les marchés boursiers depuis quelques années continue de créer cet effet de richesse pour le consommateur américain, ce qui lui permet de continuer de consommer aux États-Unis. Alors maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, en termes de valorisation, c'est vrai que c'est un sujet essentiel. C'est important de se pencher là-dessus parce qu'en fait, on va voir un peu comment on valorise cette partie-là et les différents secteurs, enfin d'avoir une vue un peu globale de la valorisation du marché. C'est extrêmement important à partir du moment où on investit sur ce type de véhicule. Oui, ce qu'on avait vu un petit peu avec au mois de juillet et début août, et ce qu'on avait vu aussi en novembre, on avait un petit peu une normalisation qui était en train de se mettre en place sur les marchés actions aux États-Unis avec un secteur dit de value qui un petit peu réduisait son écart par rapport aux valeurs de croissance qui avaient vraiment drivé le marché sur les dernières années. Il y a eu un petit coup d'arrêt sur le mois de décembre et on voit bien, vous le voyez ici, notamment sur le 3 mois, l'écart entre les valeurs dites croissance et value où on a eu un écart qui a été assez important, notamment fin novembre, début décembre, avec cette hausse des taux qui a un petit peu pénalisé les valeurs de value. Mais si on regarde sur 6 mois et si on regarde depuis le début de l'année, on voit que cet écart de performance est en train d'un petit peu de se réduire, ce qui est plutôt un signal positif. L'idée, c'est qu'on va avoir un élargissement de la performance au reste de la cote qui ne sera pas nécessairement tiré que par les plus grosses caps qui ont tiré le marché sur les deux dernières années. Et ça devrait être bénéfique pour notre positionnement et pour le marché au sens large.
Si on peut passer, oui. Donc ici on a les évolutions avec les disparitions de performance au sein des indices sur un mois et year to date, on voit qu'il y a des réels écarts. Et si on regarde aussi en termes de capitalisation boursière entre les large cap, les small, les valeurs croissance value qu'on a sur des petites périodes, des fois des variations relativement importantes. Donc on a un marché quelque part qui se cherche et qui n'a pas encore décidé vraiment la direction dans laquelle il a envie d'aller. Prochaine slide. Et donc, on regarde les anticipations d'évolution des croissances bénéficiaires septembre, novembre et fin décembre par rapport au Q4 ou par rapport aux perspectives 2024, 2025, 2026. On le voit que par secteur, on a des disparités qui sont relativement fortes. Nous, les secteurs qui vont nous intéresser, ce sont les valeurs industrielles, les matériaux, entre autres, et le secteur de la santé sur lequel, on le verra plus tard, on est un peu plus prudent. Page suivante. Donc, ce qu'on voulait illustrer ici, c'est que effectivement, on a ce début de rotation et cet élargissement de la performance au reste de la cote et plus nécessairement tiré par quelques valeurs. Et on le voit, donc à l'exception, c'est ce que je revenais sur décembre, on voit que ça s'est un petit peu inversé avec les craintes de hausse des taux qu'on a connues entre septembre et décembre, et notamment suite à la réunion de la Fed de décembre qui a réduit ses baisses de taux pour 2025. Mais ça s'est tout de suite inversé en début janvier sur les derniers chiffres des prix à la production, des prix à la consommation qu'on a eu. On a les taux 10 ans américains qui se sont sensiblement détendus. On est revenu autour des 4,63 après avoir touché des pics sur le 10 ans autour des 4,80 aux États-Unis. Et on a justement un rebond de la value qui s'était un petit peu fait pénaliser sur le mois de décembre sur les craintes de reprise de l'inflation aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on avait mis ce graphique de performance sur l'année 2023, le différentiel entre croissance et value était stratosphérique en faveur de la croissance. Et là, on a montré que les 6 derniers mois, mais on voit bien que c'est une évolution qui commence à être prégnante sur les 6 derniers mois. On peut imaginer que sur les mois qui viennent, ça pourrait ressembler aussi à quelque chose qui ressemble à ça. Mais la croissance, elle a tellement porté le marché américain au cours de l'année 2023 que là, finalement, cette normalisation avec plus de sociétés qui participent à la hausse du marché, c'est un élément qui est extrêmement important sur la continuation de la hausse du marché si toutefois ça devait arriver. Oui, ici on voulait illustrer en fait la performance. Nous, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais on reviendra sur le process tout à l'heure. On a une poche cœur qui est basée sur une croissance régulière des dividendes. Et c'est vrai que dans un environnement où les taux, même si on anticipe une normalisation aussi au niveau de la politique monétaire, même si on est sur des taux qui sont un peu plus élevés qu'en période qu'on a pu connaître dans les 10 dernières années, on voit quand même que ces stratégies de croissance du dividende ont tendance à surperformer le S&P en période de taux élevés. Et on voit que les taux de retour de performance, vous voyez dans le graphique du milieu, sur toutes ces stratégies de croissance régulière du dividende, ont tendance à surperformer le marché. Et ça, c'est vraiment le socle de notre gestion. Donc, c'est important de l'avoir en tête que c'est pas parce qu'on a des taux qui ralentissent moins vite ou voire qui stagnent sur des niveaux un peu plus élevés qu'on pouvait le penser, que ces stratégies de croissance du dividende surperforment dans ces environnements de marché-là. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire que dans la tête des gens qui connaissent un peu moins bien peut-être le marché américain, ce qu'on note ici, c'est que le marché US, alors évidemment, c'est le plus grand marché du monde, mais ce n'est pas qu'un marché d'hypercroissance. C'est-à-dire qu'on a vécu effectivement la stratosphère Nvidia et tout ce qui va autour, mais historiquement, la poche dividende et des entreprises américaines sont des entreprises américaines qui distribuent naturellement du dividende très régulièrement. C'est le marché qui est le plus grand, dans lequel il y a le plus d'investisseurs, en plus d'investisseurs particuliers. Donc cette poche dividende, il ne faut pas la négliger. Et souvent, on a eu tendance en réduisant la poche américaine, en disant finalement c'est que de la croissance, et si la croissance va moins bien ou si les boîtes techno vont moins bien, le marché va se retourner et ça va être une catastrophe. C'est pas exactement comme ça qu'on peut lire les choses. En tout cas, on peut les lire d'une autre manière, et cette poche dividende, elle est extrêmement importante, à fortiori quand on a une approche un peu patrimoniale en termes d'allocation d'actifs pour un client final, d'avoir cette brique en plus. Je trouve que c'est une brique qui est extrêmement importante pour pouvoir après imaginer de passer des moments un peu plus compliqués, on le verra tout à l'heure, plus facilement et plus simplement en termes de service après-vente. Donc ici, ce qu'on voulait illustrer, ça revient un petit peu à ce discours qu'on a de rotation en termes de capitalisation et de style de valeur. On va commencer par le graphique qui est à droite. Donc vous avez les 6 premiers mois de 2024 et à droite les 6 derniers mois de 2024. Vous avez le S&P 500 en bleu foncé, le S&P 400 en bleu un peu plus clair et en gris le 600. Et vous avez ici
les performances attendues. Donc, on voit sur la deuxième moitié de l'année, on a une accélération des valeurs un peu plus petites et donc moins sur ces grandes capitalisations qui ont tiré le marché sur 2023-2024 et qu'on a cette rotation qui se met en place. Et sur celui de gauche, vous avez les valorisations relatives entre le S&P 600 et le S&P 500 et on est sur des cotes qui sont très importantes sur la partie un peu moins grande en capitalisation que pourrait l'être le S&P. Et ce qui est intéressant, donc ici on a des niveaux de valorisation donc qui continuent de nous paraître attractifs. Vous l'avez sur les deux tableaux de gauche. Donc vous avez le S&P 500 divisé par quintile. Et ce qu'on constate sur le premier tableau, c'est qu'on a donc les PE sur les 12 prochains mois versus la moyenne. Et que si vous regardez sur le deuxième et le quatrième quartile, on a des valorisations sur ces typologies de market cap qui sont beaucoup plus positives en termes de perspective et en termes de valorisation. Et dans le tableau d'à côté, vous avez les croissances bénéficiaires attendues sur les 12 prochains mois. Et là aussi, sur les quintiles de deuxième et troisième, le premier étant les plus grosses capitalisations, qui sont quand même plus intéressantes. Vous regardez notamment sur le deuxième quartile, 10,1 de perspective de croissance bénéficiaire par rapport à 4% il y a 6 mois. Donc on a cette dynamique qui se met en place. Et sur le quatrième quartile, on est à 22,1% de croissance des BPA sur les 12 prochains mois, ou alors qu'on était il y a 6 mois à 7,6. Donc on a une réelle accélération qui se met en place pour les capitalisations moins importantes de l'indice. Et vous le voyez également dans le tableau de droite, où on a en bleu foncé le 600 et en bleu un peu plus clair le 400 et la ligne jaune qui représente le S&P 500. Donc on a cet écart de valorisation qui est en tout cas de perspective bénéficiaire, qui est en train de se remettre en place en faveur des capitalisations un peu moins importantes de l'indice. Ok, donc je pense qu'on a fait un point assez clair à la fois sur la vision macro, sur les valos, et c'est effectivement un des points essentiels, c'est qu'il y a de plus en plus de valeurs qui participent à la hausse du marché. Ça, c'est effectivement un élément extrêmement important versus ce qui s'est passé en 2023. Alors, juste revenir sur les deux moteurs de performance du fonds, parce que là, on va rentrer un peu dans le process, et c'est un point extrêmement important. C'est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure sur la partie dividende. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire avec Eric sur ce fonds-là, c'est d'avoir deux poches clairement distinctes et bien diversifiées, avec une poche de dividendes extrêmement importante. Si demain les marchés étaient amenés à chahuter, on verra des chiffres tout à l'heure passer qui montrent que cette poche, c'est un cœur de résistance qui est extrêmement important. Et à côté de ça, une poche multithématique dans laquelle on va aller chercher des thématiques plus opportunistes en fonction des conditions de marché, en fonction de ce qui se passe, à la fois d'un point de vue macro et d'un point de vue valorisation. C'est comme ça qu'on va travailler. Et ces deux poches, elles vont vivre les unes l'une avec l'autre. Et l'idée, c'est d'avoir de ces deux poches une diversification qui ait beaucoup de sens par rapport à un investissement pour un client de nouveau particulier dans une allocation d'actifs globale. Alors là, je pense que je vais te relaisser la main, Eric, parce que c'est l'illustration absolue que effectivement la poche de dividendes, elle permet de bien travailler, de bien résister quand c'est un peu compliqué. Oui, donc on a pris comme exemple les dividendes aristocrates. Pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit rappel. Ce sont des sociétés qui ont payé un dividende en croissance tous les ans pendant un minimum de 25 ans et qui sont dans le S&P 500. Nous, on regarde pas nécessairement 25 ans parce que l'univers est un peu trop réduit. Donc, on regarde plutôt 15 ans, ce qui inclut la crise financière de 2008 et la crise sanitaire qu'on a connue avec le Covid. Et l'idée, c'est on se limite pas nécessairement aux valeurs qui sont dans le S&P 500. On regarde donc une croissance des dividendes annuel pendant un minimum de 15 ans. Et ce qu'on constate, c'est que dans les années où les marchés sont un petit peu plus compliqués, vous le voyez en 2023, vous le voyez en 22, pardon, oui, 22. 22, vous le voyez, pardon, en 2022, en 2008, on a ces valeurs dites de croissance des dividendes qui sont beaucoup plus résilientes dans ces phases de choc de marché. Donc, cette poche, elle représente minimum 30% des actifs du fonds, maximum 80%. L'idée, c'est que quand on est plus défensif, on est plus proche des 80 sur cette poche croissance du dividende, et quand on est peu plus risk-on sur le marché, on est plus proche des 30. Aujourd'hui, on est situé autour des 33-34% sur cette poche cœur parce qu'on a des perspectives plutôt positives sur le marché action cette année. Si on regarde, je reviens un petit peu parce qu'en termes de croissance bénéficiaire, peut-être le rappeler parce que c'était peut-être pas très très clair tout à l'heure quand on regardait les différents styles. Mais aujourd'hui, on attend pour le S&P 500 environ 13 à 14% de croissance bénéficiaire pour l'année prochaine. On est aussi sur une croissance à deux chiffres pour 2026, même si ça
ça sera sans doute revu dans les mois qui viennent, mais on a des perspectives de croissance bénéficiaire aux États-Unis, des résultats qui est vraiment dynamique et des valorisations qui paraissent attractives si on élimine les plus grosses parties de la cote. Alors ensuite, la prochaine petite thématique. Je pense qu'on peut s'arrêter, on peut rester 3-4 minutes là-dessus parce que c'est un élément extrêmement important de quels sont les secteurs ou les thématiques qui pourraient générer de la performance au cours de l'année à venir. Oui, donc nous, ce qu'on regarde, bien entendu, dans l'environnement actuel, une poche sur l'innovation technologique, mais qui va pas nécessairement être que liée à l'IA. En tout cas, pas entièrement sur l'IA et pas nécessairement sur les semi-conducteurs ou les hyperscalers, mais qui va s'étendre notamment à la partie software aujourd'hui qui nous paraît intéressante. Et on a aussi une allocation liée à la relocalisation. Donc, on avait vu que le Covid avait quand même mis en avant les problèmes qu'on pouvait avoir quand on avait des ruptures de chaînes d'approvisionnement. Et donc, il y a une réelle volonté aux États-Unis, à travers le CHIPS Act, à travers l'IRA, de relancer l'économie américaine, l'industrialisation des États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de secteurs ou de valeurs qui peuvent bénéficier de cette thématique de relocalisation aux États-Unis et on essaie de s'y exposer. On a une thématique, bien entendu, autour de la sécurité informatique au sens large. La sécurité informatique est de plus en plus important. L'IA, même si elle a beaucoup de vertus, dans le sens qu'elle va nous permettre d'optimiser plein de tâches, etc., elle facilite aussi les piratages informatiques et autres. Et il y a des réglementations aux États-Unis de plus en plus importantes en termes de sécurité informatique qui donne des obligations complémentaires au board en termes de reporting, en termes de compétences liées à la sécurité informatique et on voit des poids de plus en plus importants des budgets informatiques qui sont alloués à la sécurité. Donc c'est une thématique qui nous paraît très très importante et notamment la dernière thématique à titre d'exemple est liée au mode de transport de demain, plus dans la partie automatisation et aide à la conduite qui nous paraissent pertinentes et on a une autre thématique qu'on n'a pas nécessairement illustrée sur cette slide qui est plus ponctuelle, ce qu'on appelle les événements ponctuels de marché, sur laquelle on est exposé et on en parlera dans les slides à venir. Alors maintenant, on va arriver sur le positionnement du portefeuille. Ça va être le corollaire de tout ce qu'on vient de dire au préalable. Vas-y, je te laisse. Oui, donc ce que j'évoquais, donc vous le voyez dans le tableau en bas à droite. Donc la poche cœur représente aujourd'hui un peu moins de 35% de notre allocation, donc basée sur ces valeurs plutôt de fonds de portefeuille, de croissance régulière du dividende. La deuxième thématique en termes de poids, c'est l'innovation technologique qui est autour des 30%, la relocalisation qui est un peu plus de 15%, les événements ponctuels de marché, et là j'y reviens, les événements ponctuels de marché aujourd'hui, c'est une exposition au secteur des financières américaines. Et notamment les financières, si vous regardez en termes d'allocation sectorielle, vous voyez que c'est un poids qui est similaire à l'indice, mais on a quand même une déviation à l'intérieur de ce secteur qui est très forte, puisque à l'exception de Citigroup, qui est une très grosse conviction sur laquelle on a un gros poids et qui a plutôt bien publié cette semaine, on est plutôt exposé à des banques régionales qui, elles, devraient bénéficier justement de la baisse de la réglementation aux États-Unis, du potentiel retour du M&A et de l'impact donc fiscal qui sera très bénéfique pour ces sociétés. Donc, on a un tilt à l'intérieur des valeurs financières très fort vers les banques régionales. Donc, c'est ce qu'on appelle les événements ponctuels de marché, puisqu'on a un certain nombre de mesures qui devraient leur être favorables. Donc, notre allocation sur la sécurité informatique, les modes de transport de demain et donc les changements de mode de consommation. Et si vous regardez un petit peu la partie de gauche, ce qui va dans la lignée de ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux valorisations par taille de capitalisation, on est moins exposé sur les grandes caps du marché, même si on reste exposé à certaines d'entre elles, on est plutôt sous-pondéré relatif à notre indice et beaucoup plus exposé sur les autres tailles de capi et notamment celles qui font pas nécessairement partie de l'indice entre 2 et 10 et inférieur à 2 milliards parce qu'on pense qu'il y a des valorisations qui sont vraiment attrayantes et des perspectives pour la suite qui sont intéressantes. En termes d'allocation sectorielle, les réelles déviations qu'on peut avoir, c'est le secteur de la santé sur lesquels on est sensiblement sous-pondéré et puis le secteur les matériaux sur lesquels on est très très fortement surpondéré. Les autres allocations sont plutôt en ligne, mais avec à l'intérieur des expositions, des réelles déviations par rapport à l'indice en termes de valeur et en termes de sous-secteurs. Alors j'aime beaucoup ce slide, moi. Ça permet de bien montrer avec une belle image comment on est positionné aujourd'hui par rapport effectivement aux tailles de capi et par rapport aux différents éléments qu'on peut avoir sur le marché.
Oui, donc si on regarde notamment celui de droit, qui est l'intégralité du portefeuille, on voit qu'on a un tilt en termes d'analyse factorielle sur les croissances du dividende, hein, sur les rendements qui est réellement forte, et un biais aussi value. On est quand même, on le voit aussi par rapport à la taille, qui est le point du haut sous-exposé au facteur taille, et on a un facteur volatilité qui vient compenser un petit peu la partie croissance sur laquelle on est un tout petit peu moins présent aujourd'hui. Donc, ce sont les facteurs qui nous paraissent les plus opportunistes pour les mois à venir sur le marché américain. Et vous l'avez sur le tableau de droite. Avec les principales positions du fonds. Donc, je disais qu'on était exposé aux grandes caps, mais beaucoup moins que dans l'indice. Donc, elles sont quand même importantes. Quand vous regardez des valeurs comme Nvidia ou Apple, qui sont des énormes poids de l'indice. Pour Apple, on a à peu près le tiers de la pondération. Ça reste un acteur qui pour nous, est important, mais qu'on a décidé de sous-pondérer par rapport à l'indice. Mais on voit un peu les tilts qu'on peut avoir en termes de facteurs sur ces positions. On vous a oui, un petit récapitulatif des principales positions avec un petit argumentaire dans le portefeuille. Vous voyez, donc vous retrouvez certaines des grandes caps, bien entendu. Encore une fois, en termes de poids, on est à l'exception d'Alphabet et Amazon, qui sont des réelles convictions pour nous, plutôt sous-pondérées sur les Nvidia, sur les Microsoft, sur les Apple, et avec des pondérations par contre très très fortes sur d'autres convictions. Micron, notamment sur la partie HBM, donc le High Bandwidth Memory. On sait que les besoins de capacité de mémoire vont être, que ce soit dans les data centers ou à terme sur les PC ou appareils mobiles, avec l'évolution de l'IA, vont être de plus en plus nécessaires, et qu'il y a une réelle normalisation qui est en train, il y a du pricing power, il y a une réelle demande, et Micron devrait en bénéficier. Intel, c'est plus une histoire de restructuration. Toujours dans la partie semi-conducteur, on a envie d'accompagner. Sur la partie autonomie de conduite à terme, et les changements de mode de consommation, et une boîte comme Uber, parce qu'on voit de plus en plus de demandes et de besoins de ce style de covoiturage quelque part, qu'on peut appeler. Et sur la partie énergie, on s'est exposé et on a une seule valeur en portefeuille, c'est Schlumberger, sur la hausse de la demande de la partie service. Et Schlumberger, par rapport à Halliburton, est plutôt bien positionné, parce qu'il y a une exposition moins importante sur les US, mais plus globale, notamment au Moyen-Orient, avec aussi, en termes de carbone capture, un des acteurs qui a quand même des technologies assez innovantes de ce côté-là. Parfait. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, il y a quelques questions. Alors, première question, évidemment, on va vous envoyer à tous la présentation qu'on vient de vous donner. Il y a une première question pour revenir un peu sur la partie sectorielle, Eric. On nous pose la question de se dire pourquoi on a une surexposition sur la partie matériaux de construction. C'est quoi, le thème, en fait? On peut revenir sur les perspectives de croissance bénéficiaire dans la partie valorisation de marché, entre autres. Non, c'était en dessous, encore, plus bas, pardon. Ouais, encore. Hop, voilà. Vous avez ici, dans le tableau du bas, vous avez le secteur des matériaux qui en entouré, hein. La partie bleu foncé est en 2024, en jaune 2025, bleu clair 2026. On a une réelle accélération des croissances bénéficiaires attendues sur ce secteur-là, avec des niveaux de valorisation qui nous paraissent vraiment peu chers, et avec la thématique, notamment au sein de la thématique de la relocalisation aux États-Unis, des réels besoins en termes notamment d'acier pour reconstruire des infrastructures qui nous paraissent intéressantes, et avec des politiques tarifaires qui pourraient redonner une dynamique à l'industrie américaine. Et on a aussi certaines valeurs dans le secteur des matériaux qui font partie de cette croissance régulière du dividende, notamment à travers Air Product. Mais c'est vraiment sur des valeurs ciblées, et ce qui fait qu'on a un biais positif sur le secteur, parce qu'on a des anticipations d'une accélération des croissances bénéficiaires après des années plutôt compliquées pour le secteur. Ok, clair. Une autre question, là, c'est plus une question qui m'est destinée sur la partie référencement. Évidemment, ce fonds est référencé dans toutes les plateformes d'assurance avec lesquelles vous travaillez historiquement. Donc voilà, sans aucune exception. Donc on est assez content. Il y a une bonne prise sur ce fonds, et effectivement, il y a un vrai sujet. Il y a aussi une question, si tu veux bien revenir aussi sur refaire un petit débrief sur la partie dividende aristocrate,
C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. On est passé vite là-dessus tout à l'heure, mais je trouve que c'est un élément différenciant qui est assez intéressant. Les gens ont un peu oublié cette partie-là sur les marchés américains. Comme je disais tout à l'heure, on est plutôt en mode Nvidia, de la croissance, de la techno. Mais cette histoire de dividendes aristocrates, ou d'ailleurs les grandes catégories de dividendes des États-Unis, je trouve que c'est intéressant de revenir là-dessus parce que je pense que ça pose beaucoup de questions autour de est-ce que effectivement cette culture du dividende, on l'a un peu oublié, pourquoi on l'a oublié et qu'est-ce qui fait que ça va continuer à distribuer en fait. Oui, donc il y a quelques stratégies qu'on peut regarder en termes de dividendes aux États-Unis. Donc, vous avez les dividendes aristocrates, donc les valeurs qui sont au sein du S&P 500 qui affichent une croissance des dividendes annuels pendant un minimum de 25 ans. Vous avez les dividend champions qui, eux, vont regarder 50 ans et vous avez les dogs of the Dow qui, eux, regardent pas nécessairement une croissance régulière du dividende, mais plutôt un niveau de rendement. Ce sont les rendements les plus forts. Nous, on s'intéresse pas particulièrement à cette partie-là des dividendes, puisque dès qu'on a un choc de marché, on a tendance à couper les dividendes. Donc, nous, on regarde vraiment la croissance régulière et notamment à travers les périodes ou les crises un peu plus importantes du marché, où ce sont des sociétés qui ont quand même réussi, malgré les environnements difficiles, à faire croître leurs dividendes. Donc, nous, Tu peux donner des exemples? oui, donc on peut avoir du McDonald's, on peut avoir du Emerson, on peut avoir du Parker Hannifin dans ces styles de valeurs. Microsoft, nous on regarde donc 15 ans et pas 25 ans. Microsoft fait désormais partie de ces valeurs-là. Donc ce sont des sociétés qui ont des bilans relativement solides, qui ont plutôt une bonne gestion de leur marché et de l'évolution de celui-ci, qui savent s'y adapter et qui donc du coup, en période de ralentissement économique ou de crise, arrive quand même à maintenir un dividende en croissance. Et quelque part, c'est une sorte d'amortisseur quand les marchés sont plus compliqués, de pouvoir justement avoir ça en cœur de portefeuille. Encore une fois, aujourd'hui, on est plutôt optimiste sur le marché, ce qui fait qu'on est plutôt dans la fourchette basse de cette allocation. Si jamais on avait des indicateurs qui nous montraient que l'environnement de marché deviendrait un peu plus compliqué, on aurait tendance à faire monter ce curseur vers les 80%. Et on se concentre encore une fois sur les 15 ans et non les 25 ans parce qu'on a un univers beaucoup plus large de valeurs et ce qui nous permettrait de facilement pouvoir augmenter le poids de cette poche tout en maintenant une bonne diversification au sein de nos secteurs et de nos thématiques. Eh ben, c'était ultra clair. On a fait 30 minutes, débordé un peu, mais honnêtement, c'était super. Donc, Eric, merci beaucoup. C'était ultra transparent. Donc, je vous confirme qu'on va vous envoyer à tous, évidemment, la présentation qu'on vient de faire. Si vous avez des questions, évidemment, on est à votre disposition pour y répondre, ou Paul, ou moi, ou Eric. Voilà. Le vrai intérêt aussi de ce qu'on a voulu développer chez Sony avec Eric, c'est que voilà, il y a peu de gérants US aujourd'hui francophones qui parlent français, enfin, je crois, plutôt bien, avec qui on peut communiquer assez régulièrement. Et ça, c'est une notion de service qu'on voulait véritablement mettre en avant. C'est-à-dire que l'accès à Eric, il est extrêmement simple, on peut lui parler à tout moment et d'avoir cette vision sur le plus grand marché du monde avec quelqu'un de francophone qui est à Paris mais qui connaît extrêmement bien ses marchés. Enfin, il nous semblait que c'était une valeur ajoutée extrêmement importante et une vraie différenciation par rapport à d'autres acteurs, évidemment US que vous connaissez tous, mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, de revenir à cette notion de service sur un marché qui est effectivement très grand, mais qui peut être aussi parfois complexe avec des choses un peu différenciantes, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Voilà, donc on va continuer de communiquer de façon régulière sur ce sujet-là. On a un podcast d'ailleurs qui est sur Club Patrimoine une fois par semaine, tous les mardis, sur lequel vous pouvez aussi avoir accès pour que Eric vous donne un petit peu cette vision du marché et puis aussi quelques passages audiovisuels sur BFM Business dans la chronique USA Today où effectivement Eric aussi fait partie des intervenants habituels. Tout ça pour dire que voilà, sa parole est souvent écoutée et donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et nous on imagine que chez Sony ça va devenir une thématique qui va prendre de plus en plus de place également dans ce qu'on fait avec vous, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Merci beaucoup pour votre attention, passez un bon week-end, encore une bonne année à tout le monde et on vous dit à très bientôt.